Elle repose, abandonnée maintenant, une forme fantomatique dans un ruisseau boueux. Les eaux calmes de la rivière Ohio s'écoulent à proximité, non loin de son lieu de repos. Elle est connue sous de nombreux noms, le navire fantôme, le paradis des explorateurs ou simplement une étrange vue pour les kayakistes. Mais ne laissez pas la rouille et la ruine vous tromper. Ce vieux navire a une histoire difficile à croire. Elle a plus de 120 ans. Elle a combattu lors de 2 guerres mondiales. Le célèbre inventeur, Thomas Edison, a autrefois foulé ses ponts pour des expériences secrètes. Et elle a même un lien sombre avec le naufrage du grand paquebot Lusitania. Avant de monter à bord de ces ponts oubliés et de plonger dans son incroyable vie, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Tout comme ce navire mérite d'être yahdé, votre soutien maintient ces histoires incroyables en vie. Abonnez-vous maintenant et découvrons l'histoire ensemble. Notre histoire commence en 1501, une époque où de nouvelles inventions et une grande richesse changeaient le monde. Au chantier naval Pusey & Jones, dans le Delaware, les ouvriers étaient occupés. L'air était rempli des bruits du métal façonné et du bois coupé. Ici, un nouveau type de navire était en construction. Ce n'était pas un navire de guerre, mais un navire de plaisance. Ce nouveau bâtiment fut commandé par un homme très riche. Son nom était John Rogers Maxwell. C'était une personne puissante, un millionnaire propriétaire de chemins de fer et de grandes cimenteries. Il voulait un navire spécial, un signe de sa réussite. Il nomma son nouveau navire Celt. C'était un magnifique yacht à vapeur, long de 186 pieds. C'était un très long navire pour l'époque. Le Celt n'était pas seulement grand, il était conçu pour le luxe. Imaginez-vous marcher à l'intérieur. Les chambres étaient recouvertes de bois d'acajou brillant. Les salles de bain avaient de fantaisie carreaux de mosaïque au sol. Même à cette époque, elles avaient des ventilateurs électriques pour rafraîchir les gens. Le Celt était un palais flottant. C'était un endroit où John Maxwell et ses riches amis pouvaient profiter de la vie. Ils naviguaient le long du Long Island Sound pendant l'été. Ces voyages étaient remplis de bonne chère, de musique et de rire. Le Celt était un symbole d'une grande richesse. Il montrait à tout le monde l'importance de John Maxwell. C'était une époque de grandes fêtes et de vie facile sur l'œil. Mais comme beaucoup de choses, la première vie du Celt ne dura pas éternellement. En 1910, le magnifique yacht eut un accident. Cela se produisit dans le port de New York. Les détails de l'accident sont flous maintenant. Mais le navire fut endommagé. Cet accident changea les choses pour John Maxwell. Il décida qu'il était temps de vendre son yacht bien-aimé. Le navire trouva un nouveau propriétaire en la personne de Manson Metcalf. Il acheta le yacht endommagé. Lorsqu'il devint le nouveau propriétaire, il donna également un nouveau nom au navire. Le Celt devint le Sachem. Ce changement marqua un nouveau chapitre pour l'élégant navire. Elle était toujours un yacht privé, mais son histoire prenait lentement de nouvelles directions. Puis, en 1915, un terrible événement choqua le monde. Le paquebot Lusitania fut coulé par un sous-marin allemand. Ce désastre rendit les gens très effrayés par les U-boats, les sous-marines allemandes qui chassaient dans l'océan. La peur de la guerre se répandit. Le monde changeait et l'Amérique ressentit le danger croissant. En 1917, les États-Unis rejoignirent la Première Guerre mondiale. Le pays avait besoin de tous les navires qu'il pouvait obtenir. La marine chercha tout navire pouvant aider. Ils virent le Sachem, un yacht fort et rapide. Ainsi, la marine Hammer
Icain loua le Sachem à Manson Metcalfe. Ils allaient transformer le yacht de luxe en navire de guerre. C'est ici qu'un nom célèbre entre dans notre histoire. Le grand inventeur Thomas Edison, connu pour l'ampoule électrique et bien d'autres choses étonnantes, monta à bord du Sachem. Pendant 10 semaines, Edison utilisa le navire comme son laboratoire flottant. Il travaillait sur des expériences secrètes pour combattre les sous-marins allemands. Edison testa de nouvelles idées de camouflage, comment cacher les navires à l'ennemi. Il travailla également sur une forme très précoce de radar ou de sonar. Cette technologie aiderait à détecter les sous-marins sous les. Imaginez le pont du Sachem. Il n'était plus seulement destiné aux fêtes. C'était un lieu de science sérieuse, de fumée et de filz, avec Edison travaillant jour et nuit. L'avenir de la guerre navale se dessinait sur ces ponts. Après les expériences d'Edison, le Sachem fut encore plus modifié. Elle fut équipée de canons lourds. Des charges de profondeur furent ajoutées, des bombes pouvant exploser sous l'eau pour détruire les sous-marins. Son nouveau rôle était la patrouille côtière. Elle navigua les eaux près de la côte américaine à la recherche de U-boats ennemis. Le yacht, autrefois luxueux, était maintenant un véritable navire de guerre, prêt à combattre. Lorsque la guerre prit fin, le Sachem fut rendu à Manson Metcalfe. Elle avait fait son devoir, mais elle était fatiguée. La guerre avait fait des ravages sur sa forme élégante. Ses jours de simple yacht privé étaient terminés. Elle avait trop vu. La période entre les deux guerres mondiales fut une étrange période en Amérique. Elle fut appelée la Prohibition. Pendant ce temps, il était illégal de fabriquer, vendre ou transporter de l'alcool. Mais beaucoup de gens voulaient toujours boire. Cela créa une affaire secrète et dangereuse, la contrebande d'alcool. Après avoir été rendu à Metcalfe, le Sachem fut de nouveau vendu. Son nouveau propriétaire était un banquier nommé Roland Taylor. Mais Taylor n'acheta pas le navire pour une navigation innocente. Il l'acheta pour qu'elle fasse partie du commerce illégal de la contrebande d'alcool. Le Sachem devint un navire-mer. Cela signifiait qu'elle naviguait loin en mer, rencontrait de plus petits bateaux et les chargeait d'alcool illégal. Imaginez-la, autrefois une grande dame, naviguant maintenant à la faveur de l'obscurité. Elle échappait aux gardes-côtes, faisant partie d'un jeu palpitant et dangereux. Ses chambres luxueuses auraient pu contenir des caisses de whisky. Ces ponts, autrefois dansés, voyaient maintenant des transferts silencieux et pressés de marchandises illégales. Ce fut un changement radical et sauvage par rapport à sa vie antérieure d'élégance. Mais cette période prit également fin. En 1932, la prohibition touchait à sa fin et le Sachem trouva un nouveau propriétaire. Il s'agissait du capitaine Jacob Martin. Le capitaine Martin avait une vision différente pour le vieux navire. Il voulait qu'elle serve le public, mais de manière légale. Il décida de la transformer en navire de pêche affrété. Le Sachem subit un autre grand changement. Elle fut équipée d'un nouveau et puissant moteur diesel Fairbanks Morse. Cela la rendit plus rapide et plus forte. Elle fut reconstruite pour transporter de nombreuses personnes, jusqu'à 250 passagers. Elle devint un navire populaire pour les excursions de pêche. Des gens de New York et du New Jersey montaient à bord. Ils naviguaient en mer, lignes à l'eau, espérant une grosse prise. Pour beaucoup, ces voyages étaient un moyen d'échapper à la ville animée. Ils offraient l'air frais, le frisson de l'océan et la joie d'une bonne journée de pêche. Le Sachem, autrefois un jouet de riche, puis un navire de guerre, puis un contrebandier d'alcool, apportait maintenant un simple plaisir aux gens ordinaires. Elle était véritable.
Le Mant, un navire pour tous. Mais la paix ne durerait pas. En 1942, le monde fut de nouveau plongé dans une guerre terrible. La Seconde Guerre mondiale exigeait chaque navire, chaque ressource. La marine américaine se tourna une fois de plus vers la mer. Ils trouvèrent le Sachem, toujours forte et utile, fonctionnant comme un bateau de pêche. Encore une fois, elle fut nécessaire à la défense de la nation. La marine la reprit une fois de plus. Ils lui donnèrent un nouveau nom officiel, USS Fenakit, avec le numéro de coque PYS 25. Ce fut un changement complet. Plus d'excursions de pêche, plus de luxe. Elle retournait à la guerre. USS Fenakit subit une énorme transformation. Elle fut reconstruite en navire d'escorte de style corvette. Cela signifiait qu'elle fut modifiée pour protéger les grands navires des sous-marins ennemis. Elle était lourdement armée. Elle reçut un puissant canon de 3 pouces sur son pont. Des mitrailleuses furent montées, prêtes à tirer. Et encore une fois, des charges de profondeur furent ajoutées à sa poupe, attendant les U-boats ennemis. Elle semblait très différente de ses débuts en tant que yacht. Son principal devoir n'était pas de combattre sur les lignes de front, mais d'entraîner d'autres. Elle fut envoyée à l'école de sonar à Key West, Floride. Le sonar était une technologie nouvelle et très importante. Il utilisait des ondes sonores pour détecter les sous-marins sous l'eau. Des milliers de marins apprirent à utiliser cet équipement vital sur l'USS Fenakit. Elle les aida à s'entraîner à trouver et à suivre les sous-marins ennemis. USS Fenakit patrouillait les eaux participant à des missions de sauvetage et à des exercices sous-marins. Elle simulait des attaques permettant aux jeunes marins d'apprendre à chasser et à détruire les tueurs silencieux rôdant sous les vagues. Elle aida à sauver d'innombrables vies en préparant les hommes aux dangers réels des océans Atlantique et Pacifique. Même si elle n'eut pas de combat direct, son rôle fut extrêmement important. Elle fut une héroïne silencieuse, façonnant les compétences d'une génération de guerriers anti-sous-marins. La plupart des gens n'ont même jamais entendu parler de l'USS Fenakit, ni que le grand inventeur Thomas Edison mena autrefois des expériences secrètes sur ses ponts. Si vous voulez plus d'histoires de guerre cachées et de fragments d'histoire oubliés comme celui-ci, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Votre soutien révèle l'histoire que le monde a oubliée et met en lumière ces récits incroyables. Après la longue et dure guerre, l'USS Fenakit fut rendue au capitaine Jacob Martin. Mais elle était en mauvais état. La marine l'avait utilisée durement. Elle était vieille et usée. Le capitaine Martin aimait son navire, mais il ne pouvait pas se permettre les grandes réparations nécessaires pour en faire à nouveau un bateau de pêche. Il fut forcé de la vendre. Ce fut une triste fin à sa propriété. Mais le Sachem, ou Fenakit comme elle a été connue, n'était pas encore finie. Elle trouva un nouveau but, un nouveau propriétaire et une nouvelle vie à New York. Elle fut achetée par Circle Line Sightseeing Cruises. Cette compagnie organisait des excursions en bateau autour de l'île de Manhattan. Le navire fut renommé Sightseer et plus tard Circle Line Fee. Elle subit un autre changement majeur. Pour transporter plus de touristes, elle fut agrandie. Sa capacité passa de 250 à 500 passagers. Elle devint un symbole du tourisme new-yorkais. Pendant 30 ans, elle fit le tour de Manhattan. Des millions de touristes du monde entier naviguèrent sur ses ponts. Ils virent la Statue de la Liberté, les gratte-ciels imposants, le pont de Brooklyn. Imaginez la joie, l'émerveillement dans leurs yeux alors qu'ils prenaient des photos et créaient des souvenirs. Elle était un point de vue mobile, mettant en valeur la grande ville.
Elle fut une partie d'innombrables vacances en famille et de premières visites à New York. Elle devint l'un des bateaux touristiques les plus célèbres du monde. Mais même ce long et heureux chapitre prit fin. En 1977, après des décennies de service fidèle, le Circle Line V fut retiré du service. Elle fut dépouillée de son confort touristique. Ses ponts, autrefois animés, devinrent silencieux. Elle fut ensuite donnée aux Sea Scouts, une organisation de jeunesse qui enseigne la navigation de plaisance. Ce fut un dernier acte de service public, un adieu silencieux. L'histoire de notre navire aurait pu se terminer là, s'estompant dans la mémoire. Mais un homme refusa de la laisser disparaître. En 1986, un homme d'affaires, de l'Ohio, nommé Robert Miller, acheta le vieux navire. Il avait une grande vision pour elle. Il voulait la restaurer et la transformer en quelque chose de spécial, peut-être un restaurant flottant ou un musée. Avant son ultime épique voyage, le navire eut un dernier moment de gloire. Elle fit une brève apparition dans un vidéoclip très célèbre. C'était pour la chanson de Madonna, Papa, Don't Preach. Le vieux navire, avec son aspect unique, apparut en arrière-plan. Ce fut un étrange coup du destin pour un navire qui avait tant vu l'histoire. Puis vint le plan le plus audacieux de Robert Miller. En 1988, il commença un incroyable voyage de 200 miles. Il voulait emmener le navire de New York jusqu'au Kentucky. Ce fut un voyage d'une ampleur massive. À travers la moitié du pays, il s'imaginait le voyage. Il la fit naviguer sur le fleuve Hudson, à travers le canal Erie, à travers les grands lacs, sur le fleuve Mississippi et enfin sur la rivière Ohio. Ce ne fut pas une tâche facile. Le navire était vieux, dépouillé et non construit pour un si long voyage. Robert Miller y parvint avec ce qu'il avait. Il l'équipa d'un moteur de bulldozer de fortune pour la propulser. Il utilisa un manche à balai comme accélérateur pour contrôler sa vitesse. Il s'assit sur une chaise de jardin pour gouverner le navire. Ce fut un témoignage de sa pure volonté et de son amour pour le navire. Il faisait face à des défis chaque jour, luttant contre les courants, le temps et les problèmes mécaniques. Il était un capitaine solitaire, en quête de sauver un morceau d'histoire. Il la ramena finalement chez elle, au Kentucky. Ce fut un triomphe de l'esprit et de la détermination. Mais le voyage avait épuisé tout son argent. Il manqua de fonds pour achever sa restauration. Son rêve, si près de devenir réalité, s'éloigna lentement. Et ainsi, elle repose aujourd'hui. Pendant plus de 30 ans, le vieux navire est resté coincé dans la boue près de Petersburg, Kentucky. Elle repose silencieuse, un géant oublié, lentement repris par la nature. Des arbres et des buissons poussent maintenant à travers ses ponts. La boue remplit ses niveaux inférieurs. Ces ponts autrefois fiers s'effondrent, cédant au temps et à la négligence. Pourtant, même dans sa décomposition, elle recèle des secrets. On peut encore voir des parties de son passé. Les supports de ces canons de la Seconde Guerre mondiale sont toujours là, des rappels fantomatiques de son service en temps de guerre. Le moteur de bulldozer, qui a propulsé l'épique voyage de Robert Miller, est également toujours à l'intérieur. Elle est un puissant rappel de tout ce qu'elle a vu. Certains groupes veulent la sauver. Ils rêvent de la restaurer, de lui donner une nouvelle vie en tant que musée ou attraction. Mais le coût est immense. Il faudrait une énorme quantité d'argent et d'efforts pour la réparer. Pour l'instant, elle reste le navire fantôme, un mystère et une triste beauté, attendant patiemment dans la boue. Elle vécut tant de vies. Elle fut le Celt, le Sachem, le Fenakiti, le Sightseer et le Circle Line V. Elle connut le luxe des millionnaires et la peur de la guerre.
Elle transporta le grand Thomas Edison et peut-être même 4 présidents américains. Elle fit de la contrebande de rhum dans l'obscurité de la nuit et apporta de la joie à des millions de touristes. Maintenant, elle repose oubliée, un témoin silencieux d'un siècle d'histoire. Le puissant océan ne l'a pas réclamée au combat, mais le temps pourrait bien l'emporter lentement, morceau par morceau. Le navire fantôme de la rivière Ohio attend toujours que le dernier chapitre de son histoire soit écrit. Robert Miller a autrefois fait naviguer ce navire sur 2 Easy Sun Miles, réalisant un incroyable voyage juste pour la maintenir en vie. J'ai juste besoin de votre aide pour faire naviguer cette chaîne jusqu'à 1000 abonnés. Abonnez-vous dès maintenant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec un ami. Ensemble, nous nous assurerons que des navires incroyables comme le Sachem et leurs histoires incroyables ne soient jamais oubliés. Merci d'avoir regardé. La marine l'a repris une fois de plus. Ils lui donnèrent un nouveau nom officiel, USS Fenacate, avec le numéro de coque PII 25. Ce fut un changement complet. Plus d'excursions de pêche, plus de luxe. Elle retournait à la guerre. USS Fenacate subit une énorme transformation. Elle fut reconstruite en navire d'escorte de style corvette. Cela signifiait qu'elle fut modifiée pour protéger les grands navires des sous-marins ennemis. Elle était lourdement armée. Elle reçut un puissant canon de 3 pouces sur son pont, pointant vers l'avant. Des mitrailleuses furent montées sur ses flancs, prêtes à tirer sur tout avion ennemi. Et encore une fois, des charges de profondeur furent ajoutées à sa poupe, attendant les U-boats ennemis. Sa forme élégante de yacht était cachée sous la crasse de la guerre. Des ponts autrefois polis pour les fêtes étaient maintenant recouverts de peinture antidérapante. Chaque partie d'elle était prête au combat. Elle semblait très différente de ses débuts en tant que yacht. Son principal devoir n'était pas de combattre sur les lignes de front, mais d'entraîner d'autres. Elle fut envoyée à l'école de sonar à Key West, Floride. Key West était un endroit animé pendant la guerre, plein de navires et de marins. Les îles eaux chaudes étaient parfaites pour l'entraînement. Le sonar était une technologie nouvelle et très importante. Il utilisait des ondes sonores pour détecter les sous-marins sous l'eau. Apprendre à l'utiliser, c'était comme apprendre un langage secret de la mer. C'était vital pour trouver des ennemis invisibles. Des milliers de marins apprirent à utiliser cet équipement vital sur l'USS Fenacate. Imaginez de jeunes hommes, à peine sortis du lycée, montant à bord de ces ponts. Leur visage était hanté grave, conscients de la lourde tâche qui les attendait. Elle les aida à s'entraîner à trouver et à suivre les sous-marins ennemis. Les instructeurs cachaient un sous-marin d'entraînement et les stagiaires utilisaient le sonar du Fenacate pour le trouver. Le navire devint une salle de classe, un terrain d'entraînement flottant. Chaque jour, le Fenacate patrouillait les eaux autour de Key West. Il participa à des missions de sauvetage, aidant tout navire en difficulté. Mais surtout, il était occupé par des exercices de sous-marins, jour et nuit. Elle simulait des attaques, simulant des batailles contre des U-boats imaginaires. Cela permettait aux jeunes marins d'apprendre à chasser et à détruire les tueurs silencieux rôdant sous les vagues. Ils apprirent à écouter, à réagir, à se battre. Le navire aida à sauver d'innombrables vies en préparant les hommes aux dangers réels des océans Atlantique et Pacifique. Ces marins allaient ensuite protéger des convois et combattre dans des mers mortelles. Leur entraînement sur le Fenacate était inestimable. Même si elle n'eut pas de combat direct, son rôle fut extrêmement important. Elle fut une héroïne silencieuse, façonnant les compétences
d'une génération de guerriers anti-sous-marins. Sa contribution à la victoire de la guerre fut immense. Elle fut une partie vitale de la défense américaine. Une école flottante contre l'ennemi. L'ancien yacht avait vraiment trouvé sa raison d'être, guidant d'innombrables jeunes hommes vers la victoire. Elle fut un phare d'espoir en des temps sombres. La plupart des gens n'ont même jamais entendu parler de l'USS Fenakite, ni que le grand inventeur Thomas Edison mena autrefois des expériences secrètes sur ces ponts. Son service discret est souvent oublié, mais son impact fut profondément ressenti. Si vous voulez plus d'histoires de guerre cachées et de fragments d'histoire oubliés comme celui-ci, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Votre soutien révèle l'histoire que le monde a oubliée et met en lumière ces récits incroyables. Il nous aide à nous souvenir de ces héros silencieux. Après la longue et dure guerre, l'USS Fenakite fut rendue au capitaine Jacob Martin. Mais elle était en mauvais état. La marine l'avait utilisée durement, la poussant à ses limites. Elle était vieille et usée, sa beauté fanée. Ses moteurs avaient maintenant besoin de grandes réparations. Sa coque était éraflée et ses ponts cicatrisés. Le capitaine Martin aimait tout son navire, mais il ne pouvait pas se permettre l'énorme somme d'argent nécessaire pour en faire à nouveau un bateau de pêche. Son cœur a dû souffrir. Il fut forcé de la vendre. Ce fut une triste fin à sa propriété, lâchant un navire qu'il avait transformé et chéri. Les excursions de pêche, les rires des familles, tout cela n'était plus que des souvenirs. Mais le Sachem, ou Fenakite comme elle était connue, n'était pas encore finie. Elle trouva un nouveau but, un nouveau propriétaire et une nouvelle vie à New York. Le port animé, rempli de navires et de ferries, l'attendait. C'était une ville de possibilités infinies, même pour un vieux navire de guerre. Elle fut achetée par Circle Line Sightseeing Cruises, une célèbre compagnie de New York. Cette compagnie organisait des excursions en bateau autour de l'île de Manhattan, montrant les sites incroyables de la ville. C'était un travail parfaitement adapté pour elle. Le navire fut renommé Sightseer et plus tard Circle Line V. Elle subit un autre changement majeur, une grande reconstruction. Ses cicatrices de guerre furent enlevées et elle fut préparée pour les touristes. Elle fut polie et repeinte à neuf. Pour transporter plus de touristes, elle fut agrandie de manière significative. De nouvelles sections furent ajoutées, la rendant plus longue et plus large. Sa capacité passa de 250 à un impressionnant 500 passagers. Elle devint un très grand bateau de tourisme. Cette transformation lui donna un look complètement nouveau. Elle avait des ponts d'observation ouverts pour des vues dégagées et des espaces clos pour le confort. Elle fut construite pour offrir aux visiteurs la meilleure vue possible de la Big Apple. Pendant 30 ans, elle fit le tour de Manhattan. Imaginez le mouvement constant, le flux incessant de personnes. Elle devint un symbole du tourisme new-yorkais, aussi reconnaissable qu'un taxi jaune et la Statue de la Liberté. Des millions de touristes du monde entier naviguèrent sur ces ponts. Des grands Ramegi aux écoliers, des visiteurs japonais aux familles du Kansas, tous partagèrent l'expérience. Elle les réunit sur l'eau. Ils virent la Statue de la Liberté, majestueuse et verte, les accueillant. Ils levèrent les yeux vers les gratte-ciels imposants, atteignant le ciel. Ils s'émerveillèrent devant le pont de Brooklyn, une merveille d'ingénierie. Imaginez la joie, l'émerveillement dans leurs yeux, alors qu'ils prenaient des photos et créaient des souvenirs. Pour beaucoup, c'était leur première fois qu'ils voyaient ces sites mondialement connus.
Le navire était un point de vue mobile, mettant en valeur la grande ville dans toute sa gloire. Elle fut une partie d'innombrables vacances en famille et de premières visites à New York. Elle entendit des milliers de langues différentes, porta des millions d'espoirs et de rêves. Elle fut un témoin silencieux de moments de pur bonheur. Elle devint l'un des bateaux touristiques les plus célèbres du monde. Sa routine quotidienne était remplie de bavardage, d'excitation et du clic des appareils photo. Elle était vivante de l'énergie de ses passagers. Mais même ce long et heureux chapitre prit fin. En 1977, après des décennies de service fidèle, le Circle Line V fut retiré du service. Ses moteurs se turent, ses ponts se vidèrent, le flot constant de touristes s'arrêta. Elle fut dépouillée de son confort touristique. Les sièges furent retirés, les garde-corps démontés. Ses ponts, si autrefois animés, devinrent silencieux, solitaires. Ce fut une triste transformation pour un navire qui avait apporté tant de joie. Elle fut ensuite donnée aux Sea Scouts, une organisation de jeunesse qui enseigne la navigation de plaisance et les compétences maritimes. Ce fut un dernier acte de service public, un adieu silencieux à sa vie active. Elle était une vieille dame, mais maintenant se reposant. Les Sea Scouts prévoyaient de l'utiliser comme navire-école, un lieu d'apprentissage pour les jeunes. C'était une bonne idée, un moyen de maintenir son esprit en vie. Mais ce plan non plus ne dura pas. Le navire était trop vieux, trop cher à entretenir. L'histoire de notre navire aurait pu se terminer là, s'estompant dans la mémoire. La plupart des navires disparaissent tout simplement, démantelés pour leurs pièces. Mais un homme refusa de la laisser disparaître. Il vit quelque chose de spécial en elle. En 1986, un homme d'affaires de l'Ohio, nommé Robert Miller, acheta le vieux navire. Il avait une grande vision pour elle. Il regarda sa coque usée et y vit du potentiel. Il voulait la restaurer et la transformer en quelque chose de spécial, peut-être un restaurant flottant ou un musée. Miller était un rêveur, un homme qui voyait l'histoire dans la rouille. Il aimait les vieux bateaux et détestait les voir gaspillés. Il croyait que ce navire, avec toutes ses histoires incroyables, méritait une nouvelle vie. Il voulait être celui qui la lui donnerait. Avant son ultime, épique voyage, le navire eut un dernier moment de gloire. Ce fut une torsion étrange et inattendue. Elle fit une brève apparition dans un vidéoclip très célèbre. C'était pour la chanson de Madonna, Papa Don't Preach, un énorme succès dans les années 1980. Le vieux navire, avec son aspect unique, apparut en arrière-plan de certaines scènes. Ce fut un aperçu fugace, mais elle était là. Imaginez-la, un vieux navire de guerre et bateau touristique, désormais partie de l'histoire de la culture pop. Ce fut un étrange coup du destin pour un navire qui avait tant vu l'histoire. Elle trouvait encore des moyens d'être célèbre, même à la retraite. Puis vint le plan le plus audacieux de Robert Miller. En 1988, il commença un incroyable voyage de 2600 miles. Il voulait emmener le Henna vers de New York jusqu'au Kentucky. Ce fut un voyage d'une ampleur massive à travers la moitié du pays. La plupart des gens auraient pensé qu'un tel voyage était impossible pour un vieux bateau dépouillé. Mais Robert Miller n'était pas comme la plupart des gens. Il était déterminé, poussé par son amour pour ce navire historique. Il voyait un avenir là où d'autres ne voyaient que de la ferraille. Imaginez le voyage, une traversée lente et ardue des voiliers navigables américaines. Il la fit naviguer sur le fleuve Hudson, passant devant des villes imposantes et une campagne tranquille.
Il la fit passer avec précaution par le canal Erie, un passage étroit construit pour de plus petits bateaux. Elle traversa les vastes et parfois orageux Grands Lacs, retrouvant les Eaux libres. Puis, elle descendit le puissant fleuve Mississippi, un courant sinueux et puissant. Enfin, elle tourna sur la rivière Ohio, se dirigeant vers sa nouvelle maison. Ce ne fut pas une tâche facile. Le navire était vieux, dépouillé et non construit pour un si long voyage. Elle manquait d'équipements modernes, de moteurs appropriés et d'un équipage. C'était une mission solitaire contre les éléments. Robert Miller y parvint avec ce qu'il avait. Il l'équipa d'un moteur de bulldozer de fortune pour la propulser. Ce moteur n'était pas conçu pour un navire, mais il l'a adapté. Ce fut un témoignage de son ingéniosité. Il utilisa un manche à balai comme accélérateur pour contrôler sa vitesse. Un simple manche à balai faisant le travail d'une machinerie complexe. Il s'assit sur une chaise de jardin pour gouverner le navire, supportant de longues heures au soleil et sous la pluie. Ce fut un témoignage de sa pure volonté et de son amour pour le navire. Il était un capitaine solitaire, en quête de sauver un morceau d'histoire. Chaque mille fut un défi, chaque jour une nouvelle bataille. Il faisait face à des défis chaque jour, luttant contre les courants forts, le temps imprévisible et les problèmes mécaniques des constances. Le moteur de fortune crachotait, la direction se bloquait. Il devait réparer les choses à la volée. Les gens, le long du chemin, regardaient avec étonnement ce vieux navire étrange, piloté par un homme, seul sur une chaise de jardin passée. Elle était une curiosité, un symbole de courage tenace. Elle avançait lentement, régulièrement. Il la ramena finalement chez elle au Kentucky. Ce fut un triomphe de l'esprit et de la détermination. Il réalisa l'impossible, la faisant naviguer sur des milliers de miles contre toute attente. Ce fut un moment d'immense fierté, mais le voyage avait épuisé tout son argent. Chaque dernier dollar était allé dans le carburant, les réparations et les permis. Il manqua de fonds pour achever sa restauration. Son grand rêve, si près de devenir réalité, s'éloigna lentement. Il l'avait sauvé de la ferraille, mais il ne pouvait pas lui donner la nouvelle vie qu'il avait envisagée. L'argent était parti, l'énergie dépensée. Le navire, maintenant au Kentucky, attendait un avenir qui ne vint jamais. Et ainsi, elle repose aujourd'hui. Pendant plus de 30 ans, le vieux navire est resté coincé dans la boue près de Petersburg, Kentucky. Elle repose silencieuse, un géant oublié, lentement repris par la nature. C'est un spectacle paisible mais triste. Des arbres et des buissons poussant maintenant à travers ces ponts, leurs racines poussant à travers le vieil acier. La boue remplit ces niveaux inférieurs, recouvrant les lieux où de grandes fêtes, des expériences secrètes et des récits de pêche avaient autrefois eu lieu. Ces pontes autrefois fières s'effondrent en cédant au temps et à la négligence. La rouille tache sa coque et les oiseaux nichent dans ses recoins. Elle est devenue un avec la berge, une partie du paysage. Pourtant, même dans sa décomposition, elle recèle des secrets. On peut encore voir des parties de son passé. Les supports de ces canons de la Seconde Guerre mondiale sont toujours là. Des rappels fantomatiques de son service en temps de guerre se tenant en sentinelle. Le moteur de bulldozer qui a propulsé l'épique voyage de Robert Miller est également toujours à l'intérieur, un symbole de son incroyable effort. Elle est un puissant rappel de tout ce qu'elle a vu, de tout ce qu'elle a enduré. Elle est un musée vivante, lentement repris par la terre. Chaque plaque rouillée, chaque fenêtre cassée raconte une partie de son incroyable histoire. Elle est un témoignage silencieux et en ruine d'un siècle de changement.
Certains groupes veulent la sauver. Ils rêvent de la restaurer, de lui donner une nouvelle vie en tant que musée ou attraction. Ils la considèrent comme un trésor national, un morceau d'histoire qui vaut la peine d'être sauvé. Ils l'appellent le navire fantôme. Mais le coût est immense. Il faudrait une énorme quantité d'argent et d'efforts pour la réparer, la sortir de la boue, réparer sa coque, restaurer ses ponts. C'est une tâche monumentale, un rêve en attente d'un miracle. Pour l'instant, elle reste le navire fantôme, un mystère et une triste beauté, attendant patiemment dans la boue. Elle rêve de ses vies passées, de la mer ouverte, de la ville animée. Son histoire n'est pas finie, pas encore. Elle vécut tant de vies. Elle fut le Celt, le Sachem, le Fenakite, le Sightseer et le Circle Line V. Chaque nom marqua un nouveau chapitre, une nouvelle identité. Elle fut vraiment un caméléon des mers. Elle connut le luxe des millionnaires, avec de la gastronomie et de la musique sur ses ponts. Elle ressentit la peur de la guerre, patrouillante à la recherche de sous-marins mortels. Elle transporta le grand Thomas Edison, un génie travaillant sur des inventions secrètes. Elle transporta peut-être même 4 présidents américains, bien que cela reste une légende chuchotée. Elle fit de la contrebande de Rome dans l'obscurité de la nuit une rebelle contre la loi, et elle apporta de la joie à des millions de touristes et sans le tour de Manhattan. Maintenant, elle repose oubliée, un témoin silencieux d'un siècle d'histoire. Son histoire est un témoignage de changement, de survie et de la marche incessante du temps. Elle est un rappel que même les choses les plus fortes peuvent tomber. Le puissant océan ne l'a pas réclamé au combat, mais le temps pourrait bien l'emporter lentement, morceau par morceau. Le navire fantôme de la rivière Ohio attend toujours que le dernier chapitre de son histoire soit écrit. Sera-t-elle jamais sauvée? Seul le temps le dira. Robert Miller a autrefois fait naviguer ce navire sur 600 miles, réalisant un incroyable voyage juste pour la maintenir en vie. Il montra ce qu'une personne peut faire avec passion et détermination. Il la maintint en vie, contre toute attente. J'ai juste besoin de votre aide pour faire naviguer cette chaîne jusqu'à 1000 abonnés. C'est un voyage beaucoup plus court, mais tout aussi important pour partager ces récits. Votre soutien fait une énorme différence. Abonnez-vous dès maintenant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec un ami. Ensemble, nous nous assurerons que des navires incroyables comme le Sachem et leurs histoires incroyables ne soient jamais oubliés. Merci d'avoir regardé